Bonsoir, il est 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite, Sud Soir, dont voici les titres. Disparition de l'étudiante Diary Sow en France. Sa mère, sous le choc, se prononce 10 jours après sa disparition. Interdit de tenir une marche pacifique. Les amis de Diary Sow ont manifesté ce mardi à Malicounda. Moustapha Sall relate dans cette édition la détresse de sa mère au moment où l'association des élites sénégalaises a initié un récital de Coran pour Diary Sow. L'inquiétude gagne du terrain face à la fulgurante progression du Covid-19 dans notre pays. 11 personnes décédées, 152 testés positifs et 32 patients admis en réanimation alors que 2702 malades encore sous traitement. Telle est la situation du jour. Ce 18h reçoit comme invité la directrice de l'action sociale au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Aram Top Sen. Comment les rédactions s'organisent-elles avec la survenue de la seconde vague de Covid-19? Josette Kali a mené l'enquête à la 2STV et au groupe e-Media. Sur l'international, la tension monte à Washington à quelques jours de l'investiture du président élu Joe Biden. Les partisans de Donald Trump comptent manifester dans tous les États, selon le FBI. Trump, justement, qui soutient que la procédure d'impeachment initiée par les démocrates est totalement ridicule. Info Éco complète cette édition, mise en onde par Hassan Chou. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Disparition de l'étudiante Diary Sow en France. Les premiers mots de sa maman 10 jours après. Une mère de famille désemparée s'en remet à Dieu et remercie toute la population sénégalaise pour son soutien. Ce mardi, ses amis proches et anciens camarades de classe ont manifesté leur soutien à leur manière après une marche pacifique interdite à Malicounda. Compte rendu, Moustapha Sall. Des larmes d'une mère de famille désemparée. Elle, c'est la maman de Diary Sow, l'étudiante sénégalaise perdue de vue en France depuis presque 10 jours. En pleurs, Binta Sow se prononce sur la disparition de sa fille Diary, espoir de tout un pays. Présentement, c'est les mamans du Sénégal qui sont donc dans la tristesse depuis sa disparition. Personne ne pouvait rien faire. Tout le monde s'active donc à la recherche. C'est difficile d'en parler, mais on Étudiante en deuxième année de classe préparatoire, Diary a décroché 2 fois consécutives au Sénégal la première place au concours général national avec le titre de meilleur élève, faisant d'elle un modèle de réussite. Arona Sow et son oncle. Parce que affaire bi doonatul Diary ak ñun dafa doon Diary ak Sénégal te Sénégalais yi luñ ciy def. Ce n'est plus une affaire de famille. Diary est l'espoir de tout un peuple. Vous avez vu, les étudiants établis en France font tout pour la retrouver. Ils ont même cessé leur cours pour manifester, distribuer des flyers, entre autres. Même les artistes font des vidéos. On a tout vu. C'est pourquoi on ne peut pas rester insensible. Et la famille remercie tout le monde. On a vu toutes les prières. Parce que Diary Sow, portée disparue depuis le 4 janvier dernier en France. Aujourd'hui, ses amis, proches, anciens camarades de promo s'étaient mobilisés pour apporter soutien à sa famille avec une marche pacifique. La manifestation a été finalement interdite. Moustapha Sall, Malicounda, Sud FM. Parlons toujours de cette disparition. Moustapha Sall, l'association des élites sénégalaises a organisé aujourd'hui au pavillon A de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar un récital de Coran et a formulé par la même occasion des prières pour que l'étudiante sénégalaise portée disparue depuis le 4 janvier dernier soit retrouvée. Les membres de cette association exhortent les autorités à prendre au sérieux cette disparition.
Ismaïla Marcel Kouli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. C'est par ce récital de Coran que les élites sénégalaises ont formulé des prières pour que Diary Sow, étudiante en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, soit retrouvée saine et sauve. Une manière de lui témoigner leur soutien, nous dit Bamba Faye, secrétaire général de la dite association. Nous avons constaté depuis 6 à 7 jours que notre très chère camarade, mademoiselle Diary Sow, qui a été 2 fois consécutif meilleure élève du Sénégal, a disparu en Paris au lycée Louis-le-Grand. Nous sommes dans des moments d'inquiétude, nous sommes dans des moments de tristesse actuellement. Raison pour laquelle on a organisé ce récital de Coran, ces heures de prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à retrouver notre très chère sœur, mademoiselle Diary Sow. Nous remercions également l'ensemble des membres de l'organisation Les Élites Sénégalaises qui, depuis la disparition de la sœur Diary Sow, n'ont cessé de formuler des prières et de se réunir autour de l'essentiel pour que Diary nous revienne saine et sauve. Et nous le disons ceci, chère Diary Sow, où que vous soyez, si vous nous entendez ou bien si vous nous écoutez, sachez que nous sommes de tout cœur avec toi. Et nous continuerons de prier et nous continuerons de garder espoir et nous espérons vous revoir très bientôt parmi nous. Les membres de l'association des élites exhortent les autorités à prendre à bras le corps le cas Diary Sow. Nous interpellons par la même occasion l'ensemble des autorités politiques, religieuses et coutumières, que ce soit des autorités françaises ou bien les autorités sénégalaises, de se mettre activement à la recherche de cette sœur qui est une élite sûre et mûre. Pour rappel, Diary Sow, élite sénégalaise, est portée disparue depuis le 4 janvier dernier à Paris. Et jusque-là, les recherches ne sont pas encore fructueuses. Sud FM. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a signalé 152 nouveaux cas positifs ce mardi, dont les 102 sont issus de la transmission communautaire. 6 patients ont perdu la vie, d'après le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, Dr Ousmane Gueye. Sur 1062 tests réalisés, 152 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 50 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 102 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 15 cas à Kaolack, 8 au Mariste, 6 à Dakar Plateau, Richard Toll et Saint-Louis, 4 à Mbour, Mermoz et Touba, 3 à Dagana, Guinguinéo et Tamba, 2 à Diourbel, Kaffrine, Liberté 4, Matam, Mbao, Ngor, Parcelles Assainies, Sangalkam et Yoff, 1 à Amitié 3, Cité Cheikh Amar, Cité Djilimbay, Dara, Diamniadio, Diofior, Goudiri, Guédiawaye, Joal, Kanel, Liberté 3, Liberté 6, Linguère, Mamel, Médina, Ndofane, Niary Tally, Ouakam, Sacré-Cœur 3, Sakal, Scat Urbam et Sokone. 145 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce lundi 11 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 21 685 cas ont été déclarés positifs, dont 18 502 guéris, 480 décédés et 2 702 sous traitement. C'était le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, Dr Ousmane Gueye. Les chefs de famille atteints de Covid sont pris en charge. Ils reçoivent des kits alimentaires. Selon la directrice de l'action sociale, donc des actions de sensibilisation sont en train d'être menées pour participer à la riposte. Aram Topsen est l'invité de cette édition. Nous l'écouterons plus amplement avant la fin de cette édition. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal sensibilise ses membres pour le respect strict des mesures d'hygiène dans les boulangeries. Et jeudi prochain, la FNBS va officiellement procéder au lancement de la plateforme Jaima Mbourou. Les précisions, c'est avec le président de la dite fédération, Amadou Gaye, joint par Mame Diarra Da Silva.
la personne qui encaisse l'argent est totalement différente de la personne qui doit donner le pain. Ensuite, effectivement, mettre du gel et port du masque. Mais quand même, le port du masque, la plupart, est vraiment obligatoire. Ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train de respecter le port du masque. On veille à ce que ces dispositifs soient reconduits, si ce n'est pas fait pour certains, et faire une nouvelle communication pour que les gens puissent comprendre que la santé est primordiale pour les Sénégalais. Et la plateforme Diamamburu, elle se porte comment? Oui, la plateforme Diamamburu, je pense qu'aujourd'hui, nous avons mis tous les dispositifs sont maintenant prêts. Nous avons mis un break. Mais aujourd'hui, nous allons relancer avec la cité Faisal pour démarrer déjà, avec l'introduction de ce qu'on appelle des baguettes box. Donc, avec les baguettes box, je pense que nous allons livrer à partir de jeudi, je pense. Donc, on va lancer officiellement vraiment la plateforme Diamamburu pour véritablement que les Sénégalais puissent comprendre aussi la mode de distribution du pain doit changer et que la manière de consommer le pain doit changer et aussi privilégier la qualité et l'hygiène parce que la sécurité alimentaire de la population est primordiale pour nous en tant que boulanger du Sénégal. Ok, et l'installation des kiosques, vous en êtes Oui, on est en train de faire. Comme vous voyez, il y a des cités qu'on avait pris. Si vous allez à Dieuppeul et à Anne-Maris, je pense que les gens sont en train de mettre des kiosques Diamamburu déjà bien faits. Il y a même des boutiques Diamamburu qui sont déjà installées. Donc le problème, comme vous le savez, il fallait l'implication des collectivités locales pour l'implantation des caisses. On ne peut pas installer aussi des caisses n'importe où, n'importe comment, parce qu'il faut comprendre, il y a la distanciation. Il faut entre 500 mètres entre une caisse et une boulangerie et 300 mètres entre deux points de vente, deux caisses. Donc tous ces paramètres-là sont en train d'être faits, mais aussi il y a un autre problème. Les boulangers ne croyant toujours pas que l'application du décret peut se faire sur le terrain, et certains ne veulent pas investir au niveau des points de vente parce que croyant que la réglementation ne sera pas appliquée. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, nous sommes dans un dispositif avec le ministère du Commerce pour une application effective de cette réglementation. C'était le président de la Fédération nationale des boulangers, Amadou Gueye. Lutte contre le Covid-19. Les organes de presse ne sont pas en reste, renforce le dispositif. L'objectif est d'éviter toute contamination dans les rédactions. Reportage Josette Kali. Entre accentuation et poursuite des gestes barrières, les organes de presse sont de plein pied dans la prévention face à l'augmentation des cas de Covid-19. Alassane Samba Diop, directeur de iRadio ITV. Nous avons renforcé le dispositif, c'est d'abord de mettre des gels hydroalcooliques disponibles partout, dans la rédaction, dans les bureaux. La deuxième chose qu'on a faite, c'est d'avoir aussi mettre en place les masques obligatoires pour tous les travailleurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient vigiles, chauffeurs, et aussi insister beaucoup sur la distanciation physique. Et les visiteurs qui viennent nous voir aussi, ils sont aussi soumis aussi au gel hydroalcoolique, au lavage de main. On a mis un récipient devant la porte avec du savon. Ensuite, avec l'appareil pour tester la température de toutes les personnes qui viennent, qui entrent, qui sortent chez nous. À la 2STV, le dispositif de lutte adopté depuis la première vague est resté inchangé. Seuls 50% du personnel est présent. Serge Diaby, rédacteur en chef de la 2STV. Donc nos effectifs ont été réduits de moitié. Et là, on a essayé de fonctionner donc la sorte jusqu'à ce que, entre guillemets, l'État du Sénégal lève l'état d'urgence. Même après cette décision, nous n'avons pas voulu fonctionner à 100%, non, excepté peut-être juste quelques événements phares, comme par exemple lors du 31 décembre, excepté juste quand même cet événement exceptionnel. Nous, au niveau donc vraiment de ce média, on n'a jamais voulu fonctionner, on va dire, à 100%. Au vu de la situation, pour Alassane Samba Diop, il n'est pas exclu que le télétravail soit repris. Je m'entends de réfléchir aussi, comme on l'avait fait tout au début, à faisant du télétravail. Comment les personnels non essentiels au fonctionnement de la rédaction de prendre les gens à partir de chez eux, qui puissent faire du télétravail. Nous sommes en train de réfléchir sur le dispositif à reprendre ce qu'on avait fait tout au début. Insister aussi sur la sensibilisation, davantage augmenter la sensibilisation en tant que journaliste, d'abord donner le bon exemple. Avec des stratégies telles que la réduction du personnel, l'augmentation du matériel de prévention ou encore un fonctionnement par télétravail, les organes de presse tentent d'éviter toute contamination à la Covid-19. Josette Kali, par voie de presse, l'Observateur national des lieux de prévention de liberté a été informé qu'une opération de la police a été effectuée le week-end dernier dans les quartiers de Ngor et Almadi et a abouti à l'interpellation et la mise en garde à vue
d'environ 43 personnes de diverses nationalités impliquées, les uns dans l'organisation d'une soirée d'anniversaire, les autres pour un rassemblement dit piscine party, en violation de l'arrêté ministériel sur le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements. L'observateur national Josette Marceline Lopez Ndiaye a ainsi dépêché une équipe d'observateurs aux fins d'effectuer une visite à la brigade de gendarmerie de Ouakam où les personnes arrêtées, composées notamment de 22 femmes et 21 hommes, ont été retenues. Cette délégation de l'observateur national avait pour mission de vérifier, selon le chargé de communication de l'observateur, de vérifier donc les conditions de détention des gardés à vue, en particulier quant au respect du protocole sanitaire dans le contexte de la nouvelle vague de la Covid-19 et le bien fondé de certains faits évoqués par les médias. Lors de cette visite, les observateurs ont eu un entretien avec le commandant de la brigade de gendarmerie, des parents des personnes arrêtées et avec quelques détenus. Et selon Abdou Gilbert Niassi, le chargé de communication de l'Observateur, conformément au mode de fonctionnement de l'ONLPL, un rapport avec le cas échéant des avis, recommandations et ou propositions sera dressé et envoyé aux autorités compétentes. Après l'Observateur national des lieux de privation de liberté, place au directeur des droits humains qui a quitté ses fonctions depuis le 23 décembre. Des informations relayées par certains sites révèlent que Mbaye Babacar Diop a démissionné suite à un désaccord avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malick Sall. Joint au téléphone, Mbaye Babacar Diop confirme pour quel motif que c'est par convenance personnel qu'il a quitté son poste. Sud FM. Débrayage des enseignants des syndicats du SAEMS et du QSEMS pour réclamer le paiement des indemnités du bac et du BFM. Pas d'impact sur le déroulement des cours dans la banlieue. Seuls quelques rares professeurs n'ont pas fait cours. Vous avez écouté la correspondance d'El Hadj Moussa Thiam dans nos précédentes éditions. Paralysie du système éducatif cette fois-ci à Diourbel. C'est à l'effectif donc l'initiative des élèves du lycée d'enseignement général qui ont décrété 72 heures et ont délogé ce mardi leurs camarades des autres lycées et collèges. Ces élèves dénoncent donc et sont indignés car depuis l'ouverture des classes, il y a un manque criard de professeurs de français. Adam Ndiaye. Le système éducatif est paralysé ce matin dans la ville de Diourbel. Les élèves du lycée d'enseignement général de Diourbel ont décrété depuis hier un mot d'ordre de grève de 72 heures renouvelable. Ils réclament un professeur de français pour 6 classes de première. L'un d'entre eux explique. Depuis l'ouverture de l'école, il y en a plus de 6 classes qui n'ont pas de professeur de français. Le professeur de français est on a changé d'école, mais depuis lors, ils n'ont pas trouvé de professeur. Et il y en a de ces classes qui sont en première L. Et en tant que classe L, ils n'ont pas de prof français. Avec leur commission, et ça c'est pas normal. C'est pour ça que depuis hier, on a commencé notre manifestation. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. Et on va continuer jusqu'à régler notre problème. Ces élèves qui ont délogé leurs camarades des lycées et collèges de la ville décident de poursuivre le mot d'ordre de grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Nous quittons Diourbel, Adam Ndiaye, où vous nous suivez sur la 94.1 pour nous rendre à Ziguinchor, où vous nous suivez sur la 95.6 à Diogué, dans le département de Bignona. L'avancée de la mer préoccupe les populations et pourtant des opérations de reboisement ont été organisées sur cette île située à l'embouchure du fleuve Casamance. Ben Michel Kanfoudi. Souley Ndiaye est né il y a 68 ans à Diogué, une île située à l'embouchure du fleuve Casamance dans le département de Bignona. Son village très menacé est victime de l'agression marine. Celui que l'on surnomme sur l'île Père Souley mène depuis plusieurs années un combat acharné contre l'avancée de la mer. Sa nouvelle formule, c'est l'érection des puits pour ralentir l'érosion.
Une technique qui a déjà fait des résultats. Sur les 2 sites expérimentaux, Baye Soleil a réussi à gagner en 3 ans quelques mètres sur la mer. On utilise des restes filets, des bâtons, des feuilles de rognier, de palétuvier. Avec ça, je fais un barrage compact, ce qui empêche le sable de partir quand le vent souffle. Ça crée une sédimentation qui permet à la mer de reculer. Et les résultats sont là. Des résultats qui ont poussé l'association AWI à initier les élèves de Djogé et Vendaye à cette technique de protection. Idriss Ndaw est le président de l'association AWI. Donc nous avons décidé d'accompagner le projet qu'on a dénommé projet île éducative. C'est un combat noble qu'il est en train de mener. On a jugé nécessaire de le soutenir dans ce combat parce que c'est un problème qui ne le concerne pas seulement, c'est un problème qui concerne tout le monde. Normalement, tout un habitant de ces îles doit être concerné. Le directeur de l'école élémentaire de Vendaye salue l'initiative car selon lui, elle va permettre aux élèves de fructifier leurs connaissances tout en luttant contre l'érosion côtière. Ça va dans ce qu'on appelle la transversalité discipline parce que là, ça va faire appel à différentes disciplines. Donc vraiment, c'est un projet très très salutaire. Nous sommes venus en impréhension. Maintenant, une fois à Vendaye, avec nos élèves et les membres de la population, nous allons essayer de réaliser ces épis-là. L'embarcadère se trouve à quelques mètres des rizières. Si vraiment nous ne prenons pas garde, les rizières vraiment finiront par être salinisées. Ainsi donc, Souley Ndiaye, alias Père Souley, qui ne pourra certes pas arrêter la mer avec ses bras, participera à ralentir la vitesse de l'érosion avec l'appui de la jeunesse. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, sur FM. Sud International. De nouvelles tensions ont lieu entre l'Éthiopie et le Soudan sur la question frontalière. L'Éthiopie a affirmé que des forces armées du Soudan avançaient dans une région frontalière revendiquée par les 2 pays et a averti Khartoum que son attitude pacifique sur cette question avait des limites. Les 2 voisins d'Afrique de l'Est, je vous rappelle, se disputent la région frontalière d'El Fashaga. Ces 250 km de terres agricoles fertiles sont convoités par les agriculteurs des 2 pays. Après l'Afrique, nous nous rendons en face à l'océan Atlantique, notamment aux États-Unis. La tension monte à Washington à quelques jours de l'investiture de Joe Biden, le président élu. Selon les FBI, des partisans de Donald Trump projetteraient des manifestations armées dans les 50 capitales des États du pays. Des manifestations qui pourraient débuter dès la fin de cette semaine et durer jusqu'à la cérémonie d'investiture de Joe Biden prévue le 20 janvier à Washington. Restons avec Donald Trump qui a jugé aujourd'hui que la procédure d'impeachment sur le point d'être lancée contre lui par les démocrates était totalement ridicule et provoquait une immense colère chez ses partisans. Le président américain, qui est sous le coup d'une 2e procédure de destitution historique dont l'acte d'accusation sera examiné demain par la Chambre des représentants, a également précisé qu'il ne souhaitait pas de violence dans un pays déjà en proie à de vives tensions. Donald Trump s'exprimait devant des journalistes avant son départ pour Alamo dans le sud du Texas. Procédure de destitution de Donald Trump, nous en parlons avec les démocrates qui passent à l'offensive. Ils ont déposé hier lundi à la Chambre des représentants un acte d'accusation. Donald Trump a-t-il une chance d'être destitué avant la fin de son mandat? Tentative de réponse avec Ousmane Sène, le directeur du WARC, qui s'entretient avec Adja Ndeye Mariam Ndiaye. On est déjà le 12 du mois de janvier. Entre maintenant et le 20 janvier, il ne reste plus que 8 jours. Donc on peut se poser la question, à quoi ça sert? Oui, mais ça va au-delà. Parce que s'ils entament la procédure de destitution, je crois il y a 2 scénarios. Le premier scénario qu'ils ont offert au vice-président Pence, c'est que il y a une procédure plus rapide où Donald Trump aurait pu être déclaré incompétent. Mais cette procédure de déclaration d'incompétence du président en exercice, les seules personnes qui peuvent faire ça sont les personnes qui sont dans son cabinet. Donc il aurait appartenu à Mike Pence de convoquer tous ceux qui travaillent à des postes de responsabilité au niveau de la Maison-Blanche et qu'il déclare que le président est incompétent. À partir de ce moment, les jeux auraient été faits. Mais Mike Pence, autant il a accepté de certifier Joe Biden, autant il semble traîner le pied ou refuser de déclarer son président incompétent. Donc, à partir de ce moment, le recours,
surtout des démocrates, c'est d'entamer la procédure de destitution. Son mandat arrive à sa fin le 20. Est-ce qu'on pourra le destituer d'ici le 20? C'est pas seulement ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'après le 20, une fois que Joe Biden sera président, Donald Trump sera quand même poursuivi pour une destitution qui aurait des conséquences politiques énormes. Si la procédure aboutit et que le Congrès vote à l'unanimité qu'il est destitué, même en tant qu'ancien président, il y a de fortes chances qu'il perde toute possibilité de se présenter à des postes publics. C'était Ousmane Sène, le directeur du WAR, qui se prononçait sur la procédure de destitution de Donald Trump. Tous les ministres koweïtiens ont remis ce jour leur démission au Premier ministre, un mois à peine après la formation du gouvernement à cause de différends avec le Parlement. C'est ce qu'a indiqué l'agence officielle Kuwait News Agency. Cette démission doit être soumise à l'émir Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah pour approbation. Le précédent cabinet avait démissionné en novembre 2019 sur fond d'accusation de corruption et de querelles internes. Sud FM, l'invité du jour. Nous recevons la directrice de l'action sociale au ministère de la Santé, Aram Top Sen, avec El Hadj Malick Ndiaye. Aram Top Sen, bonjour. Oui, bonjour, El Hadj Malick. Vous êtes la directrice de l'action sociale au niveau du ministère de la Santé et de l'action sociale. Dites-nous, quel est votre rôle dans la riposte contre la Covid par rapport à cette seconde vague de contamination? Par rapport à cette seconde vague de contamination, nous, notre rôle, c'est comme dans la première vague, parce que nous faisons juste un travail de consolidation de nos acquis. Quand je parle de consolidation de nos acquis, ça veut dire que ce que nous avions fait dans la première vague et ça a donné des résultats probants. Nous allons poursuivre ça. C'est la prise en charge sociale et comportementale. Et dans la prise en charge sociale et comportementale, c'est le soutien psychosocial. Et le soutien psychosocial, vraiment, c'est pour tous les malades qui sont dans les CTE et également qui sont hospitalisés au niveau de domicile. À part la prise en charge psychosociale, nous avons prévu également dans cette deuxième phase de prendre en charge les personnes alitées qui sont pourvoyeurs de ressources au niveau de leur ménage, ça veut dire que ce sont les chefs de ménage. Donc nous allons leur octroyer des kits alimentaires qui leur permettent vraiment de se prendre en charge pendant la période vraiment de létalité. Et par rapport à cette prise en charge également, c'est des kits des denrées de première nécessité que nous leur octroyons, mais cette fois-ci, nous allons nous orienter uniquement vers les chefs de ménage qui sont également malades. La première fois, il y avait des personnes qui étaient confinées. Cette fois-ci, on n'a pas ce problème. Il n'y a pas de confinement. Mais quand même, les personnes qui sont au niveau des CTE ou bien au niveau des familles hospitalisées et qui ont besoin vraiment d'être appuyées, parce que toutes les personnes hospitalisées ou bien malades n'ont pas besoin de cet appui. Donc, cette fois-ci, nous allons vraiment nous orienter vers ces personnes vraiment nécessiteuses d'être appuyées sur le plan alimentaire. Et nous allons également continuer la sensibilisation que nous faisions au niveau des communautés, parce que la semaine prochaine, déjà nous serons dans les régions de Tamba, de Fashik, de Kolda, pour en même temps distribuer des cartes d'égalité de chance, mais également distribuer des kits d'hygiène pour les gestes barrières, mais également sensibiliser davantage les communautés, parce que nous allons rencontrer nos services techniques pour ensuite partager avec ces services les plans d'action que nous avons élaborés. Et parallèlement également, il y a des ateliers de formation qui seront vraiment destinés aux services départementaux d'action sociale pour la gestion du stress, surtout chez les enfants en période de crise et notamment de la pandémie, parce qu'en général, les enfants souffrent des médias. C'est pour vraiment la prise en charge psychosociale de ces enfants que nous avons élaboré des modules de formation qui vont être déroulés dans les deux régions Kolda. Kolda, c'est une région centre qui va recevoir chefs de service départementaux des régions qui sont presque proches de Kolda. Il y aura également une formation qui sera également déroulée à Tambacounda, parce que c'est pour la prise en charge psychosociale et nous sommes accompagnés dans ce sens par l'UNICEF qui travaille beaucoup sur la protection des enfants. Donc d'une manière générale, je crois que nous allons également rencontrer les IA pour voir comment dérouler avec un programme vraiment pour les enfants, parce que la protection des enfants à l'école est un souci.
aussi, mais également faire des enfants des ambassadeurs au niveau de l'aide familiale. Parce qu'en général, lorsque les enfants sont sensibilisés, ces enfants peuvent porter le message au niveau familial et également être des sentinelles au niveau familial. Donc, c'est comme ça que nous allons prendre en charge la gestion de la pandémie au niveau de Dakar, du Sénégal et même au niveau de Dakar aussi. Nous allons continuer avec les communes vraiment qui sont déjà prêts à prendre en charge la question, la gestion de la pandémie, notamment certaines communes que nous n'avions pas encore visitées. Et récemment, vous avez entendu les femmes de Fass. Et voilà, ça c'est un bon exemple vraiment qu'il faut dupliquer dans les autres communes, vraiment susciter l'engagement communautaire pour que ces communautés puissent prendre elles-mêmes la question des gestes barrières et se protéger vraiment de la Covid qui, cette fois-ci, est encore beaucoup plus contagieux. Et nous allons également rencontrer les corps de métier pour vraiment parler davantage de la maladie parce que cette fois-ci, nous voyons que c'est presque des cadavres ambulants qui viennent dans les centres de santé. Et ça, je crois qu'on peut le limiter en renforçant la communication dans ce sens, mais également en faisant beaucoup de sensibilisation et la distribution de masques. Parce que souvent, c'est une difficulté aussi de la part des populations parce que depuis maintenant 1 an, les gens achètent des masques et c'est pas très évident aussi que les gens puissent jusqu'à maintenant continuer à acheter ces masques. Donc, de temps en temps, s'il faut les soutenir, on les soutient. Voilà, mais on soutient quand même les gens qui sont vraiment engagés à éradiquer complètement la maladie dans leur localité. Justement, qu'en est-il de la prise en charge des malades à domicile? Voilà, en fait, les prises en charge des malades à domicile, c'est une prise en charge vraiment routinière. Vraiment, ce sont le secteur santé, et les médecins et les médecins chefs de district qui prennent ça en charge par des visites au niveau des domiciles, ou bien si ce sont des personnes qui nécessitent juste une prise en charge par téléphone, voilà, on peut le faire. Mais d'une manière générale, ce sont des personnes qui sont restées au niveau des foyers et qui permettent vraiment de désengorger les CTE qui vraiment commencent à être pleins parce que les malades viennent presque un peu tard au niveau des structures et souvent, s'ils viennent, c'est presque, comme j'ai déjà dit, des cadavres ambulants, ce qui veut dire qu'ils nécessitent des soins vraiment très prononcés. Voilà, c'est ça. Certains malades disent que même c'est eux qui payent les ordonnances. Est-ce que c'est le cas? Et pourquoi? Voilà, à ce niveau, je ne pourrais pas répondre par rapport à l'achat des ordonnances, mais une personne qui est au niveau domicile, par exemple, si ce sont des ordonnances qui font partie du traitement de Covid, je pense que c'est pris en charge au niveau vraiment sanitaire, mais je ne sais pas si ce sont d'autres ordonnances parce que je n'ai vraiment pas encore cette information par rapport à l'achat de médicaments par les personnes qui sont alitées. Je ne sais pas quel genre de médicaments ils achètent, mais ce que je sais, la prise en charge des médicaments c'est pris en compte dans le secteur de la santé. Et avec la PNA, les médecins travaillent avec le ministère, la PNA, le directeur général des établissements de santé. Et à ce niveau, tout est pris en charge. Aram Topsen, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup El Hadj Malick, c'est moi qui vous remercie. Le journal de l'économie. Les parlementaires ont adopté hier lundi les projets de loi relatifs au taux de l'intérêt légal ainsi que celui portant définition et répression de l'usure. Le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières s'en félicite. Famara Ibrahima Sissé rappelle par ailleurs qu'en cas de violation de ces textes, les institutions et les banques fautives seront sévèrement punies. Ce projet de loi vient modifier la loi 81-25 du 25 juin 1981 et cette loi vient tout simplement protéger davantage les usagers des banques et des institutions de microfinance dans sa mission d'abord de redéfinir le taux d'intérêt parce que beaucoup d'institutions de microfinance n'affichaient que le taux débiteur. Aujourd'hui, il ne sera plus possible de le faire. Il est exigé aux institutions financières d'afficher sur tous les documents annexes ce qu'on appelle le taux effectif global, qui est l'expression de la réalité financière et qui reflète le coût réel de l'argent. Donc ce taux, pour rappel, la Banque centrale a fixé le plafond pour les banques à 15% et pour les institutions de microfinance à 24%. Auparavant, les banques et les institutions de microfinance violaient ce plafond-là dans l'impunité totale. Aujourd'hui, avec cette loi, je pense que le taux effectif global sera bien défini et que les banques et les institutions de microfinance qui donneront dans l'infraction sera puni et les punitions sont tellement élevées qu'elles pourront même entraîner
la fermeture de l'institution financière. Donc voilà tout le sens de la loi qui sera accompagné d'un décret d'application et qui va permettre à l'usager d'être plus informé, plus protégé et que les banques et les institutions de microfinance feront davantage attention sous peine de tomber sous le coup de la loi et les sanctions sont extrêmement élevées. C'était Famara Ibrahim Sissé, le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Pour rappel, l'usure, c'est le taux d'intérêt abusif obtenu d'un capital prêté ou d'une marchandise vendue à crédit au-dessus du taux fixé par la loi. L'intérêt tend à être élevé et parfois le taux couramment admis se rapproche de l'usure. C'en est tout pour le journal de l'économie. 18h36 dans nos studios, la même heure à Malicounda. C'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Disparition de l'étudiante Diary Sow en France. Sa mère, sous le choc, se prononce 10 jours après sa disparition. Interdit de tenir une marche pacifique. Les amis de Diary Sow ont manifesté ce mardi à Malicounda. Moustapha Sall a relaté la détresse de sa mère au moment où l'association des élites sénégalaises a initié un récital de Coran pour Diary Sow. L'inquiétude gagne du terrain face à la fulgurante progression du Covid-19 dans notre pays. 11 personnes décédées, 152 testés positifs, 32 patients admis en réanimation et 2702 malades encore sous traitement. Telle est la situation du jour. Ce 18h a reçu comme invité la directrice de l'action sociale au ministère de la Santé, Aram Top Sen. Comment les rédactions s'organisent-elles avec la survenue de cette seconde vague de Covid-19? Josette Kali a mené l'enquête à la 2STV et au groupe E-Media. Le télétravail est fort possible dans ces rédactions. Sur l'international, la tension monte à Washington à quelques jours de l'investiture du président élu Joe Biden. Les partisans de Donald Trump comptent manifester dans tous les États selon le FBI Trump qui soutient que cette procédure de destitution initiée par les démocrates est totalement ridicule. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, auditeurs et auditrices de Sen Radio. Nous sommes mardi et comme tous les mardis à 19h, retrouvez Marie-Rosalie Ndiaye. C'est pour Allô Docteur. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Éducation, Mariam et Aïda. Très bonne suite de programme.